Oui, Laurent Gounel, le Forum du Livre est est ravi de vous recevoir, ainsi que le public venu en effet nombreux, pour votre dernier ouvrage paru chez Calman Levy, Je te promets la liberté, qui est votre 6e ouvrage et qui fait de vous un homme qui n'a pas 50 et quelques années comme les mauvais, méchants biographes racontent, mais qui a 10 ans. Et je vous dis ça parce qu'en effet, votre premier ouvrage est paru il y a 10 ans. Nous sommes heureux de passer cet anniversaire avec vous. Et je profite de cette entrée en matière un petit peu particulière, au lieu de faire simplement une présentation un petit peu biographique de votre personne, pour vous demander, entre l'âge légal, l'âge de l'expérience, et ces 10 ans qui vous ont vu, après certaines formes de difficultés et de souffrances, accoucher d'un nouveau vous-même, qu'est-ce qui est devenu votre personnalité, votre identité, à partir du moment où vous êtes devenu écrivain? Autrement dit, Laurent Gounel, qui êtes-vous? Bonsoir Nicolas, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Il commence fort, hein, pour ma Qui êtes-vous là? Moi, je ferai une distinction justement entre ma personnalité et mon identité, puisque vous citez les deux termes. Au niveau de mon identité, j'ai envie de dire que le fait d'avoir un nouveau métier n'a absolument pas changé qui je suis, ni même enrichi qui je suis, puisque ce que je suis est totalement indépendant de mon métier. Quoi. Chacun de vous peut le sentir. Hein. Vous pouvez avoir un métier, et si vous aviez choisi un autre métier, ou si vous changiez de métier demain, ça ne changerait pas qui vous êtes, n'est-ce pas? Ça changerait vos comportements au quotidien, ça changerait les savoir-faire que vous serez amené à développer, ou que vous avez développé dans le passé, et ça ne changerait pas qui vous êtes. La personnalité, non plus, je dirais, monsieur, parce que la personnalité, on est avec. Vous savez qu'il y a un éternel débat entre l'inné et l'acquis. On s'est longtemps demandé est-ce que finalement la personnalité était quelque chose qui s'installait en fonction du vécu depuis notre plus jeune âge. Alors c'est vrai qu'on est influencé par ce que nos parents ou les personnes qui nous élèvent disent de nous. Depuis qu'on est petit, surtout si c'est des choses qui sont répétées nous concernant, on peut naturellement y croire, et donc ça devient des croyances acquises, hein, une vision sur nous-mêmes. Et puis aussi, on expérimente dans la vie, et ce dès notre plus jeune âge, un certain nombre de choses qui sont réussies, qui sont échouées, et puis le cerveau humain a dans son fonctionnement quelque chose qui s'appelle la généralisation, c'est-à-dire qu'on a tous tendance à généraliser le résultat de nos expériences. Alors parfois c'est bien utile, c'est pour ça que ça existe d'ailleurs. Vous voyez, quand on met la main sur la porte du four étant enfant et qu'on se brûle, alors maintenant on se brûle plus parce que les portes sont isolées, quoi. Mais quand j'étais petit on se brûlait, quoi. Et bien en fait notre cerveau généralisait, et donc on mettait plus jamais la main sur aucune porte de four, parce qu'on se disait une porte de four ça brûle, d'accord. Donc ça c'est un phénomène de généralisation qui est naturel, donc c'est très utile, sauf quand on l'utilise ou on l'applique à des résultats négatifs de comportements qui mériteraient d'être répétés. Vous voyez, quand on essaye un truc dans la vie qu'on échoue, par exemple, eh bien, on peut généraliser cet échec en se disant « je ne suis pas fait pour ça, je ne suis pas faite pour ça ». Vous voyez, et alors qu'évidemment, là, ce n'est pas la réalité pour le coup, et ce n'est pas utile, non seulement c'est pas utile, mais ça va nous limiter après. Donc bref, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en effet, on développe un certain nombre de choses qui vont enrichir notre caractère, nos comportements, etc. dans la vie, donc c'est le domaine de l'acquis. Mais aujourd'hui, la plupart des spécialistes s'accordent à dire que la personnalité, vraiment le cœur de la personnalité, le noyau, hein, donc la problématique qui est au cœur de notre personnalité, eh bien on vient avec. Alors peut-être qu'elle apparaît dans la vie intra-utérine, parce qu'il y a quand même un vécu à ce niveau-là. Mais en tout cas, au jour de la naissance, elle est là. Et puis je dirais que celles et ceux d'entre vous qui ont eu au moins 2 enfants le savent, quoi. Vous avez tous pu constater ce que j'ai constaté, moi, à la naissance de ma seconde fille. C'est que dès les premières secondes, je pouvais voir qu'elle avait une personnalité différente de sa sœur. Voilà, sa sœur, elle est née en hurlant, et 12 ans plus tard, elle a toujours une personnalité bien trempée. Bon, la seconde est née quasiment en rigolant, quoi. Hyper zen, hyper cool, et 9 ans plus tard, elle se comporte toujours de la même manière. On voit vraiment cette orientation de l'énergie. Laurent, vous citez plusieurs personnalités, et je vais vous citer vous-même. Donc il y a certes autant de personnalités qu'il existe d'êtres humains sur Terre, mais on peut néanmoins dessiner des familles de personnalités, chacune étant caractérisée par des tendances qui s'harmonisent en un tout cohérent. Oui,
Quelle est votre personnalité? Je vais vous en parler, juste pour préciser en effet cette vision, cette définition. En effet, il y a autant de personnalités que d'êtres humains sur Terre. Et en même temps, la personnalité, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de... C'est un peu comme une paire de lunettes, avec des verres déformants, mais ça on ne le sait pas, et qui nous permet d'appréhender le monde, parce que finalement on est projeté comme ça dans le monde, qui est complexe, c'est d'une complexité inouïe, toutes ces personnes qui elles-mêmes ont leur propre personnalité, le monde est quelque chose de complexe, voire d'un peu angoissant, parce qu'en fait l'être humain a besoin de sens, et quand on ne comprend pas quelque chose, c'est source de peur, pour tout le monde, quelle que soit notre personnalité. Et donc comme on a besoin de sens, on cherche des explications, et quand on manque d'informations, et bien à ce moment-là, on va chercher des explications sous forme d'interprétation. C'est-à-dire on va essayer de comprendre le monde en mettant le sens qu'on peut y mettre. Et notre personnalité sert à ça, finalement. Elle nous donne des clés de compréhension du monde. C'est utile, ça nous permet de bâtir un certain nombre de stratégies en nous pour nous adapter dans le monde, pour évoluer dans le monde. Et donc c'est utile, vous voyez, ça nous permet de trouver une forme d'équilibre dans la vie. Et en même temps, c'est limitant. Pourquoi? Parce que ces interprétations ne sont pas tout à fait la réalité. C'est-à-dire, en fait, c'est une interprétation du monde, mais on n'est pas dans la réalité pure, dans la réalité brute. Ça permet de s'adapter, mais en même temps, ça renferme un peu. Voilà. Donc, on a des lunettes à verres déformants, et on ne s'en rend pas compte si on n'a pas fait un travail sur soi. C'est ce que l'on voit des autres, de soi-même aussi, et puis du monde en général. Puis on est convaincu à chaque instant que c'est la réalité, que c'est la vérité. Et on ne sait pas qu'en fait, c'est une vision qui est biaisée de la réalité. Donc, pour prendre un exemple sur moi, puisque vous m'invitez, Nicolas, moi, au cœur de ma personnalité, donc qui est apparue à ma naissance, il y a une problématique de peur. Je ne l'ai pas choisi, j'en suis pas fier, mais c'est comme ça, une problématique de peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, très tôt, la vision que j'ai portée sur le monde était une vision, j'allais dire négative. En fait, c'est pas vrai, parce que c'est un jugement de valeur. Donc, c'était une vision, je voyais le monde comme étant dangereux. C'est-à-dire que mon attention se mettait naturellement et spontanément sur tous les risques et les dangers de l'existence. Une défiance. Oui, en quelque sorte. Et donc ça générait de la peur. Donc j'étais un enfant très très peureux et je l'ai gardé très, très longtemps dans la vie, vous voyez. Et ça veut dire que dans le monde, certes, il y a des dangers, c'est ce qui vous vient peut-être à l'esprit, notamment si vous avez une personnalité similaire. Il y a en effet de multiples dangers dans le monde, mais il n'y a pas que ça. Sauf que moi, je portais mon attention essentiellement sur les dangers. D'accord ? Typiquement, voilà, j'allais dans une pièce comme ça, j'allais voir ce qui pouvait me tomber sur la tête, j'allais voir le tapis dans lequel je pouvais me prendre les pieds, et puis surtout, j'allais voir tous les gens qui pouvaient attenter à ma sécurité physique. D'accord ? Donc j'avais peur. Quand j'étais gamin, par exemple, j'avais qu'une seule peur, c'était que les garçons me cassent la figure. Les garçons sont bagarreurs dans les cours de récréation, on le sait bien, mais moi j'avais très peur de ça. Donc moi je fréquentais plutôt les filles, vous voyez, je me mettais à l'abri, et puis j'ai développé tout un panel de stratégies pour me mettre de contournement et d'évitement, pour me mettre en sécurité. D'accord ? Donc pour d'autres, ce serait une problématique toute différente, par exemple de colère. Pour d'autres, ça va être aussi une problématique par exemple, d'image. Vous voyez, vous serez particulièrement sensible au regard de l'autre, et vous allez croire que derrière les gens vous jaugent en permanence. Mais tout ça, ce sont des filtres. Vous voyez, ce sont des verres déformants, ce n'est pas la réalité. Mais alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé qu'un petit garçon angoissé par le monde, terrifié par le rapport aux autres, même avec des petites paranoïas, qu'est-ce qui se passe pour que soudain il aille à la rencontre de la confiance en soi? Eh bien, en fait, c'est arrivé assez tardivement. En fait, c'est arrivé quand j'ai pris conscience de ma souffrance, d'une part, parce que quand on est pétri de peur, moi j'avais vraiment peur de tout. J'avais peur des autres, mais pas que. J'avais peur des araignées, des serpents, du vide, des bactéries, des maladies, du cancer, du diabète, des missiles soviétiques qui étaient tournés vers l'Europe à l'époque. Mais vraiment, je sortais de chez moi, j'avais peur, quoi. Et puis j'avais peur, bien sûr, des agressions, de l'insécurité, tout ce que vous pouvez imaginer, quoi. Jusqu'à ce que je réalise que j'avais une vie qui était quand même pas drôle, quoi, parce que quand on est comme ça soumis à ses peurs, c'est pas super joyeux, vous l'avouerez, quoi. Et au-delà de ça, j'ai pris conscience que j'allais avoir une petite vie. J'ai pris conscience de ça, pourquoi? Parce que quand je me suis retrouvé dans la vie professionnelle, donc à 23 ans, moi j'étais jeune cadre au sein de la direction financière d'une grande entreprise, au sein du groupe Hachette,
pour la petite histoire qu'Alma Lévy appartient à un chèque. Vous voyez, parfois le passé me rattrape, j'ai pas voulu, c'est comme ça. Et donc, quand je me suis retrouvé jeune cadre à 23 ans, j'ai compris que en fait, c'était pas pour moi. Je m'étais trompé de voie. Ce qui m'interpellait, parce que qu'est-ce qui m'avait amené à me fourvoyer comme ça dans un domaine qui n'était pas pour moi. J'étais pas épanoui. Je voyais que j'avais des collègues qui étaient épanouis, on peut tout à fait se réaliser dans ce domaine, mais c'était pas mon cas. Et j'ai compris qu'en fait, j'avais choisi la matière économique et financière pas du tout par goût, mais simplement parce que finalement, c'est ce qui allait, le croyais-je, me mettre à l'abri des autres. Moi, je m'imaginais, à 17 ans, quand il faut faire ses choix d'orientation professionnelle et universitaire, moi j'imaginais que je pourrais être planqué dans un bureau avec des dossiers... une tour dans laquelle vous alliez être enfermé. Exactement. Et en fait, c'est ce qui avait guidé mon choix. Ma personnalité m'avait empêché d'entrer en contact avec mon cœur, vous voyez, avec mes aspirations profondes. Et donc ma personnalité m'avait quelque part éloigné de qui j'étais, éloigné de moi-même. Elle m'empêchait d'entrer en contact avec mes envies véritables. Et donc j'ai plus tard découvert que ce que j'aimais profondément, c'était les gens, les autres. Et donc finalement, j'avais envie d'évoluer auprès des autres. Sauf que le préalable, c'est de travailler sur mes peurs, de m'en libérer. Donc c'est à partir de là que j'ai entamé un travail sur moi. Et ce travail sur vous a permis finalement de faire une révolution, au sens d'une transformation complète de l'enfant complètement fermé vers en lui-même, vers une ouverture au monde, une ouverture aux autres, et puis commencer à privilégier finalement des axes que vous n'aviez pas, qui étaient le bonheur, le bien-être, la liberté, la réalisation et la sagesse, c'est-à-dire les thèmes qui vont se retrouver au cœur de votre activité romancière que vous alliez avoir plus tard. Hein. Oui, tout à fait, parce qu'à partir de là, comme on peut l'imaginer, en fait, j'ai été animé par ce qui pouvait permettre de se réaliser, d'avoir une vie épanouie, puisque c'était pas du tout mon cas. Donc j'étais vraiment en recherche, et ça a duré assez longtemps, parce que moi j'ai entrepris un parcours de développement personnel qui a duré une quinzaine d'années, pendant lesquelles je me suis formé. Donc je suis allé au contact d'enseignants, pendant lesquels je me suis cherché des mentors pendant des années. Vous voyez, donc je parcourais le monde à la recherche de sages, qui vous voulez, de chamans, de maîtres. De maîtres, voilà, exactement, au sens oriental du terme de maître. Mais en fait, ce que vous évoquez en qualifiant de révolution, ce n'est que simplement le fait de visiter l'autre face de la même pièce. C'est-à-dire, si vous avez comme moi une problématique de peur au cœur de votre personnalité, l'autre face de cette pièce, c'est la confiance. C'est-à-dire que le travail pour vous va être de passer de la peur à la confiance. Confiance en vous, confiance dans les autres, confiance dans la vie. Si vous avez une problématique de colère, l'autre face, ce sera la sérénité. Et votre travail sera d'avancer à la sérénité. Et etc. Si vous avez une problématique d'image, l'autre face sera un lâcher-prise sur le regard de l'autre. Et donc finalement, chaque personnalité comprend en son sein un problème, une problématique, et puis l'inverse, quelque part, quelque chose qui est un peu à l'opposé. Et c'est en allant vers cette autre phase de la même pièce, finalement, que vous deviendrez presque le ou la plus compétente, le plus compétent dans ce domaine pour parler de cet élément. Parce que ça va sembler plutôt hors sujet aux autres. C'est-à-dire, nos problèmes semblent dérisoires et, vous voyez, hors sujet à ceux qui n'ont pas le même problème. Vous avez tous pu sentir que vous avez tous pu avoir un conjoint ou un ami qui vous parle d'un problème, et vous dites, c'est pas un problème, quoi. Il suffit de faire ceci ou cela. Et vous réalisez que l'autre bute dessus. Vous ne comprenez pas, parce que pour vous, il n'y a pas de problème. C'est hors sujet. Ça veut simplement dire que vous n'avez pas les mêmes personnalités. Donc ce qui est très coûteux pour vous ne l'est pas pour l'autre, et vice-versa. Alors ce passage entre le plus et le moins, les deux faces de la pièce, vous arrivez quand même, donc ça va être finalement au cœur de cet ouvrage, votre dernier ouvrage, Je te promets la liberté, mais à travers un champ réduit de 9 personnalités. Et on va revenir sur ça, parce que c'est très intéressant, c'est qu'on a une jeune fille, qui est l'héroïne de ce livre, qui est intéressante parce qu'au sens où elle est un peu une jeune fille universelle, on peut tous se retrouver dedans. D'ailleurs, elle est métisse, elle est de Djibouti, n'est-ce pas? Et donc cette jeune Sibylle se travaille sur un bateau et souffre dans les rapports qu'elle entretient avec l'équipe qu'elle dirige sur le bateau de difficultés, d'adaptation, de gestion qu'on appelle de nos jours RH, les ressources humaines. Et ça va la conduire à rencontrer un maître qui va évoquer l'existence ancienne
de 9 personnalités qui orienteraient finalement l'ensemble de l'humanité. L'ensemble de l'humanité serait organisé en 9 personnalités, au moins tendancielles. On n'est pas forcément absolument une personnalité, mais en tout cas, il y aurait 9 grandes orientations. Et tout ce que va vous raconter Je te promets la liberté, c'est l'expérimentation par l'héroïne Sibylle de ces 9 personnalités, et on va voir que chacune apporte son lot d'avantages et son lot de handicap. Oui, tout à fait. Ce qui ramène à votre précédente question sur, en effet, ces 9 personnalités. Eh bien, l'idée, je vous ai expliqué tout à l'heure que la personnalité, finalement, ce qui nous permet, dès notre plus jeune âge, d'appréhender le chaos, hein, de comprendre le monde et de nous adapter. En fait, il n'y a pas 50 000 manières d'appréhender le chaos. Il n'y a pas 50 000 façons de comprendre le monde et de s'adapter. Et donc, autant il y a autant de personnalités que d'êtres humains sur Terre, autant on peut distinguer des familles, finalement, des grandes familles de personnalités. Donc des grandes, ça revient à des familles de croyances, vous voyez, des familles de vision du monde, de modèle du monde. Et alors, pourquoi 9 ? Mais il se trouve, moi je me suis intéressé à un certain nombre de modèles de personnalité, notamment de par mon passé de consultant. Vous devez savoir qu'avant de prendre la plume, il y a 10 ans, il y a 12 ans, j'étais consultant RH. Et dans le monde de l'entreprise, on s'intéresse souvent à des modèles de typologie de personnalité, sauf que ce sont souvent des modèles que moi j'appréciais guère, parce que ce sont des modèles de comportement. Alors en fait, ça revient à classer les gens en fonction de la façon dont ils les enfermer même. Alors moi, je trouve que ça enferme totalement, ça met les gens dans des cases, c'est assez... Enfin moi, j'ai une grande aversion à l'égard de ça. Jusqu'à ce que je tombe sur un modèle qui est très peu connu en France, qui s'appelle l'énéagramme, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Et en fait, c'est un modèle qui est très mystérieux, parce qu'on ne connaît pas son auteur. Il n'y a pas un monsieur ou une madame énéagramme, on ne sait pas qui l'a créé ce modèle. Et c'est de toute évidence le plus ancien modèle de personnalité au monde. On en a retrouvé des traces chez Pythagore. Moi, par mes recherches, j'en ai retrouvé des traces chez Évagre. Et c'est un modèle qui n'est pas du tout un modèle de typologie de comportement, mais de typologie d'intention. C'est-à-dire, en fait, on va essayer de repérer l'intention à l'origine d'un comportement. Et c'est en cela que c'est riche et pas du tout enfermant, puisque derrière une même intention, on peut avoir plein de comportements possibles. Vous voyez, si on reste sur l'exemple de peur qui est au cœur de ma personnalité, quand on a peur, il y a 50 000 façons de se protéger. Vous voyez, on peut se protéger comme moi je le faisais étant jeune, en étant plutôt phobique, en s'éloignant de l'objet de nos peurs. Vous voyez, donc c'est pour ça que j'avais une petite vie quelque part où je me mettais à l'abri. Et puis j'étais très, très, très gentil, très doux, avec la croyance qu'on ne me taperait pas sur la tête si j'étais gentil. Mais il y en a d'autres, avec la même problématique, vont avoir un comportement presque opposé. Des gens qui vont développer une certaine force avec la croyance que s'ils se montrent forts, on va les laisser en paix, vous voyez, qui s'y frottent ses piques. Donc on va avoir des comportements complètement opposés, très très différents, mais guidés par la même intention. Donc ce modèle est vraiment très, très, très riche. Alors dans Je te promets la liberté, ce modèle permet donc à l'héroïne, qui est aussi une forme de projection, hein, de vous-même, de visiter ces 9 personnalités, et en effet le lecteur lui-même devient... dans les pas de cette jeune Sibylle, est invité à réfléchir autour de ces 9 personnalités que, au final, vous révélez. Parce que c'est la particularité, c'est que jusqu'à la fin, on sait que c'est une sorte d'héritage mystérieux venu d'une confrérie secrète des premiers siècles après Jésus-Christ, mais il n'en reste pas moins, et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant dans votre texte, c'est qu'à la fin, finalement, quand on a lu votre ouvrage, on a eu accès aux 9 personnalités. Or, vous le savez mieux que moi, la connaissance, c'est le pouvoir. Alors, l'accès à la personnalité, c'est un accès à quoi? C'est un accès à un pouvoir de compréhension du monde, un pouvoir de compréhension des autres, un pouvoir de compréhension de soi-même, ou bien le suprême pouvoir, c'est précisément de ne pas rejeter tout ça pour chercher la seule chose, c'est être soi-même. Moi, je pense que le plus important par rapport à la connaissance de soi, qui est la clé de tout. Hein. On parlait d'Apollon tout à l'heure. Oui, tout à fait. Voilà, au fronton du temple d'Apollon à Delphes. Connais-toi toi-même. Il y avait le fameux connais-toi toi-même. Et donc la connaissance de soi est la clé de tout, mais pour moi il y a un risque en fait à connaître sa personnalité qui est de s'identifier à cela.
Donc moi, je me souviens, parmi les multiples séminaires de formation que j'ai suivis, et notamment de formation à l'énéagramme, il y a une vingtaine d'années, en fait, je voyais des gens qui, une fois qu'ils avaient découvert leur type de personnalité, leur type 2, type 4, tout ce que vous voulez, on leur attribue souvent un numéro pour que ça reste neutre, eh bien, je voyais apparaître une certaine fierté chez chaque participant. Oui, ah, ben moi, je suis fier d'être 2, 3 ou 6. Alors, il n'y a aucun problème avec le fait d'être fier, sauf qu'il y a en revanche un problème au fait de s'identifier à sa personnalité. Pourquoi est-ce que la personnalité, ce n'est pas nous? Je ne suis pas mes peurs. Si vous dites Laurent Gounel est un homme peureux, vous allez dire quelque chose qui contient une part de vérité, mais vous ne direz rien sur moi. En l'occurrence, mes peurs sont plutôt ce qui, dans ma vie, m'ont empêché d'être moi-même. Je l'ai évoqué tout à l'heure, ça allait jusqu'à m'empêcher d'être à l'écoute de mes envies véritables. Ça m'a amené dans une direction professionnelle qui n'était pas la mienne, donc ça m'a éloigné de qui j'étais. Donc notre personnalité, bizarrement, et ça peut être assez dérangeant à entendre, je comprends, mais bizarrement, notre personnalité, c'est quelque chose dont il faut se libérer pour devenir pleinement soi-même. Donc l'intérêt, en fait, et le véritable pouvoir, il est pour moi le pouvoir de la connaissance de soi pour se libérer de la personnalité afin d'être véritablement soi-même. Je ne sais pas si c'est pas trop abstrait. Est-ce que c'est pas ce que certains appellent, finalement, trouver une forme d'intelligence du cœur? Ah oui, complètement. Donc c'est se reconnecter avec soi-même. Parce que sinon, on peut être tenté justement de se choper des identités comme ça, oui, des choses souvent valorisantes. Ça peut être son métier, si on a un métier valorisant, ça peut être, je sais pas, moi, son intellect, si on se considère intelligent ou cultivé, ça peut être son apparence physique, ça peut être ses possessions, un grand classique, oui, et puis croire que tous ces éléments finalement témoignent de notre valeur. Et puis petit à petit, sans même se rendre compte, on va un peu s'identifier à ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va miser sur ces choses-là, oui, sur tout ce qui peut nous valoriser, notre métier, etc., pour exister aux yeux des autres. Mais le pire, c'est aux yeux de soi-même. Et au bout d'un moment, on peut se tromper sur qui on est. Vous voyez, d'où votre question de tout à l'heure, sur le fait que je suis écrivain depuis 10 ans. Alors, vous voyez, écrivain, c'est quelque chose de plutôt valorisé en France, donc c'est un vrai piège, en fait, tout comme la notoriété. Oui, tout ça sont les pièges, parce que si évidemment une personne se prend au jeu de se croire de valeur parce qu'il a un métier valorisant ou qu'il est un peu célèbre, c'est la fin des haricots, oui, parce qu'à ce moment-là, on s'éloigne encore plus de soi, quoi. Donc tout ça sont des pièges. Ma nuit fut animée d'un drôle de rêve. J'étais de l'eau, un cours d'eau. Je n'ai pas mes lunettes en plus. Hein. Fait sentir qu'on a vraiment de la chance aujourd'hui. J'étais de l'eau, un cours d'eau, et je me déformais au gré du paysage. J'étais lisse et calme dans les vallées, tumultueuse dans les descentes, violente dans les cascades. J'avançais, et cela seul comptait, cela seul avait de l'importance, jusqu'à ce que 3 grands oiseaux me survolent et me regardent. Je suis rapide, n'est-ce pas, dis-je fièrement, capable de dévaler une montagne en moins de 3 minutes. Certes, répondirent-ils en chœur, mais je ne vis point d'admiration dans leurs yeux. Regardez comme je suis transparente, ajoutai-je. C'est exact, dirent-ils d'un ton détaché. Et je suis capable de porter à moi seul des milliers de poissons. En effet, et de tous les conduire vers la mer. C'est bien. Mais leur compliment me sembla plus poli que ressenti. Je suis capable d'irriguer sur mon chemin des centaines de champs de blé, d'orge et de maïs. Très bien, dirent-ils, sans avoir l'air impressionné pour autant. Cela me donnait envie d'en faire encore plus, d'être encore plus rapide, de porter encore plus de poissons, d'irriguer encore plus de champs, de battre tous les cours d'eau de la terre entière. Et là, enfin, ces 3 oiseaux seraient forcés de reconnaître ma valeur. Et vous, que réussissez-vous à faire? leur lançai-je, agacé par leur indifférence à mes succès. Ils se regardèrent un instant, puis répondirent en chœur, « Nous réussissons à être nous-mêmes. » Si vous croyez qu'on va vous admirer pour ça, pensai-je sans le formuler, mais ils durent lire dans mes pensées, car ils ajoutèrent aussitôt « Rares sont ceux qui nous aimeront vraiment pour nos succès, mais nombreux sont ceux qui peuvent nous aimer pour qui nous sommes véritablement. » Encore une pensée de fainéant, me dis-je. D'ailleurs, reprirent-ils, tu nous as dit tout ce que tu fais, mais pas qui tu es. Je m'apprêtais à leur répondre quand je pris conscience que j'allais me définir par mes actions et mes résultats. Mais comment faire autrement? Soudain, l'image du majestueux cours d'eau à laquelle je cherchais à coller se détacha de moi. Sa splendeur et ses prouesses s'éloignaient et je me retrouvais mis à nu, privé de ce grâce à quoi j'existais aux yeux de tous depuis des années. Merci, je me sens comme un pianiste là. Et de cette image du cours
J'ai loupé le dernier mot. Et tandis que cette image du cours d'eau s'évanouissait, ma propre image se refléta à sa surface et je découvris ce que j'étais véritablement, une petite fille, rien qu'une petite fille, ne sachant pas faire grand-chose, n'ayant aucune grande réussite à son actif, une petite fille sans intérêt. Désespéré, je levai les yeux vers les trois oiseaux et découvris, stupéfaite, de l'amour dans leurs yeux. C'était incompréhensible et en même temps il n'y avait rien à comprendre. Ils me lancèrent des filins que j'attrapais sans réfléchir et je m'élevais alors dans la vérité de mon cœur. Merci. Merci Laurent Gounel. Merci Laurent Gounel. Une très belle lecture et qui illustre bien la question sur l'intelligence du cœur. Donc la reconnexion à soi qui la passe par le biais onirique, l'héroïne rêve, mais finalement c'est aussi sur le terrain des rêves, le terrain onirique, qu'on peut parfois trouver quelque chose de curatif. Et j'emploie le terme de curatif, de soin. Le cura en latin, c'est le soin. Il y a tout un travail, finalement, chez vous, je dirais pas de soigneur, mais de quelque chose entre le... je crois que vous aviez voulu être plus jeune psychiatre et un ami de votre père, vous avez plutôt refroidi vos intentions, mais il y a quelque chose d'un travail sur le logos, sur la parole, dans un but de reconnexion à soi-même. C'est-à-dire qu'on sent chez vous quand même quelque chose de très important et fondateur et de votre vie et de vos romans, comme vous nous l'avez expliqué, qui est de conduire les autres à pouvoir faire ce que vous avez fait vous-même, partant du principe que finalement la reconnexion à soi n'est pas réservée aux personnes qui souffrent énormément, c'est-à-dire comme vous, tout devenez, ou le monde entier devenait quasiment un ennemi, quoi, où le monde vous était hostile, que finalement, même des gens peuvent se bercer d'illusions et se croire heureux, et un matin se réveiller en se disant mais qui suis-je, que fais-je, pourquoi je me sens pas bien. Donc, qu'est-ce qui fait qu'en vous, une fois que vous avez retrouvé cette connexion qui vous a permis de devenir vous-même, qu'est-ce qui a provoqué ce désir d'apporter ça aux autres, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre un peu du guérisseur, si vous voulez, mais destiné aux autres? Je crois que c'est un phénomène qui est très naturel, hein, et qui est observé chez d'autres personnes aussi. C'est qu'à un moment donné, quand on a fait un travail sur soi et qu'on en a ressenti de grands bénéfices, et qu'on sait que ces bénéfices sont atteignables pour tout le monde, en fait, on a envie de partager ça. Si vous voulez. Moi, je ne conçois pas le bonheur comme quelque chose, comme une démarche individualiste. Si vous voulez. Je pense qu'on ne peut pas être heureux si on n'est pas entouré de gens heureux, puisque l'être humain est lié. Nous sommes tous reliés. Chacun de nous n'existe pas individuellement. Enfin, il y a plein d'expériences qui l'ont montré, même si on a notre propre physiologie, qu'a priori, il suffit qu'on subvienne à le besoin physiologique pour vivre. En fait, non. Bizarrement, non. Je repense à cette expérience terrible d'ailleurs et scandaleuse qui avait été menée il y a quelques siècles en Roumanie, où un empereur un peu fou avait mené une expérience dans des orphelinats, vous en avez peut-être entendu parler, où il avait demandé en fait que les enfants n'aient aucun contact affectif avec les nourrices. C'était terrible. C'est-à-dire en fait on subvenait à leurs besoins physiologiques, donc ils avaient à boire, à manger, on les lavait, enfin ils étaient propres. Mais elles n'avaient pas le droit de les prendre dans leurs bras, elles n'avaient pas le droit je crois même de les regarder dans leurs yeux. Évidemment, pas de câlins, pas de bisous. Et en fait, ils sont tous morts. C'est horrible. Alors qu'on répondait à leurs besoins physiologiques. L'être humain est un être de lien, en effet, pour vivre ensemble. Le bonheur seul n'existe pas, vous voyez. Et je pense que c'est donc tout à fait naturel, quand à un moment donné, on a pu bénéficier d'enseignements, comme c'est mon cas, on a pu recevoir des choses, en tirer profit. À un moment donné, c'est naturel de passer le flambeau, oui, de retransmettre. Donc moi, je me vois juste, en fait, comme un transmetteur, vous voyez. Je crois que si j'ai un talent dans la vie, c'est un talent un peu de pédagogue, vous voyez, où j'aime prendre ce que j'ai reçu et des choses parfois complexes, et puis les rendre simples et accessibles à tous pour pouvoir les partager. Voilà. Le partage est une valeur essentielle chez moi. Et je résumerai votre réponse à ma question par ce petit passage de 5 lignes autour de ce thème principal qui est personnalité et liberté, hein, dans votre dernier roman. Je vous cite:
La liberté, ce n'est pas de faire ce qu'on veut, quand on veut, en obéissant à ses pulsions, ce qui mène au n'importe quoi et surtout à l'esclavage. La liberté, c'est de s'autoriser à mettre en œuvre nos aspirations profondes sans être entravé par les souffrances induites par notre personnalité. Est-ce qu'on peut vivre sans personnalité? C'est-à-dire, ma question, et ça va être une des mes dernières avant de passer la parole au public qui, je suis sûr, en a préparé de nombreuses. Cette question est un peu complexe, mais je vais l'illustrer ainsi quand je vous demande est-ce qu'on peut vivre sans personnalité, ce qui paraît une question un peu curieuse, mais je l'illustrerai ainsi. Vous savez, il y a une grande différence entre la vision de l'homme dans le christianisme et le bouddhisme. Dans le christianisme, quand l'homme s'est dévêtu de toutes les pulsions qui font sa souffrance, il arrive à l'image de Dieu. Dans le cas du bouddhisme, qui a une influence non négligeable depuis plusieurs années maintenant en Europe et notamment en France, quand l'homme s'est dévêtu de tous ses habits de passion, il arrive sur un vide. J'en arrive et donc je reformule ma question. Peut-on être et exister sans personnalité? Alors, moi je vois, je l'ai évoqué tout à l'heure, je vois le chemin d'éveil, comme on dirait en Orient, comme le fait de se libérer de sa personnalité. Et donc dans l'absolu, c'est tendre vers une situation où on n'aurait plus de personnalité. D'accord ? Sachant que je pense que seuls peut-être quelques sages très éveillés, très aboutis dans leur travail y parviennent. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas changer de personnalité, comme le fait l'héroïne du roman. On ne peut pas changer de personnalité. Donc on a notre personnalité à vie. Par contre, le travail consiste pas à s'en défaire complètement, parce que c'est un peu illusoire, si vous voulez, mais en tout cas, pour reprendre la métaphore de tout à l'heure, c'est affiner nos vers. Finalement, on a des vers déformants, ok, on ne les a pas choisis, on les a, mais on peut les affiner jusqu'à ce qu'ils soient plus minces possible. Vous aurez toujours en vous la structure de personnalité que vous aviez avant. La seule chose, c'est que vous en vivrez plutôt les aspects positifs, de l'autre face de la pièce, que les aspects négatifs. Vous voyez, moi avec un long travail sur moi, je me suis libéré de mes peurs, mais je sais bien que la peur est toujours au fond de moi. Si j'entends à la radio, bon pas à la télé parce que j'ai pas la télé, mais si j'apprends dans la presse ou à la radio une très mauvaise nouvelle ou une catastrophe, tout de suite je sens que hop, il y a la peur en moi qui est prête à ressurgir. Mais prête à s'emparer de moi. Je peux avoir mes vieux schémas, vous voyez, où je vais faire des films, etc., stratégie de survie, tout ce que vous pouvez imaginer, qui sont prêts à ressurgir. Sauf que maintenant j'en ai conscience, parce que j'ai travaillé sur moi, donc je sais que ça n'apporte pas de solution et que la solution est dans la confiance. Donc j'analyse l'information, je reste assez froid par rapport à ça, parce que c'est le premier flot d'émotions. Et c'est dans la confiance dans la vie notamment, et confiance dans l'évolution de l'humanité, que je sais que les solutions vont émerger, d'accord ? Mais il y a toujours ce noyau, il y aura toujours ce noyau. Et ça amène à votre... Et c'est pas grave, je dirais. Et ça amène à l'autre facette de votre question, qui est qu'est-ce qui apparaît finalement quand on se libère de nous. Donc en effet, pour les bouddhistes, on aboutit une forme de vide, pour les chrétiens, une forme de ressemblance en Dieu. Mais je pense que si la vision bouddhiste tend un peu à l'emporter, parce qu'elle se généralise beaucoup, et notamment en Occident, alors qu'on n'a pas une culture bouddhiste, je pense que c'est pour des raisons pédagogiques. C'est-à-dire, en fait, il y a pour moi la grande différence entre le bouddhisme, et l'hindouisme aussi d'ailleurs, et le christianisme, et que le christianisme nous demande de croire. On nous offre une explication et on nous demande d'y croire, on nous demande d'adhérer. Là où le bouddhisme et l'hindouisme vont nous demander d'expérimenter. Et je pense que pendant des millénaires, en tout cas pendant presque 2000 ans, les gens ont accepté de croire, mais qu'aujourd'hui, notamment parce qu'on a beaucoup fréquenté les écoles, où on a développé notre côté cartésien, surtout en France, on n'accepte plus de croire comme ça. Vous voyez, soit il nous faut des preuves, soit on n'y croit pas, quoi. Ou alors par tradition, vaguement, mais pas profondément. C'est pas une vraie croyance, c'est pas une vraie foi. Alors que le fait d'expérimenter les choses et de ressentir les effets de ce que l'on expérimente, eh bien, peut nous permettre finalement plus facilement d'adopter des croyances, même si elles ne sont pas du tout dans notre culture. Ceci étant dit, moi, je ne vois pas d'opposition fondamentale entre la vision bouddhiste selon laquelle il y aurait une forme de vide à l'intérieur et la vision chrétienne selon laquelle il y aurait Dieu. Parce que pour moi, ça peut être un peu la même chose. C'est-à-dire, on peut aussi interpréter le vide bouddhiste comme étant le vide de l'ego, et donc de la personnalité, si vous voulez.
Parce que finalement, quand on retire notre personnalité, si on se libère de ça, si on est d'accord sur le fait que le chemin, le but c'est de s'en libérer, bah, qu'est-ce qui reste? Ça ramène à votre toute première question, Nicolas, tout à l'heure, quand vous m'avez dit qui êtes-vous, Laurent Gounel? Bah, je suis bien embarrassé pour répondre si je me suis désidentifié de mon métier, de mes qualités, de mes possessions, de mon intellect. Je suis quoi? Et finalement, peut-être que la seule réponse valable qui reste à ce moment-là, c'est je suis, tout simplement. Je suis, tiens, je suis, ça rappelle un peu la Bible. Je suis celui qui est. Voilà, je suis celui qui est. D'accord. Donc finalement, quand il n'y a plus rien, bon, pour assimiler au vide bouddhiste, on en arrive à je suis, et quelque chose qui ressemble peut-être à Dieu. Laurent Gounel, je vous remercie. J'aurais encore plein de questions à vous poser sur notamment les relations entre spiritualité et religion, qui est quand même aussi une grande évolution des derniers temps, hein, sur le fait qu'on puisse même avoir des spiritualités laïques ou des choses comme ça. Mais je sens autour de moi de bonnes vibrations de personnes qui ont des questions à vous poser, et on va maintenant donner la parole au public qui veut s'exprimer en premier, sachant que je pense que la liste va être longue. Alors vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, n'hésitez pas. Si c'est pas trop impersonnel, vous avez commencé un chemin assez spirituel après deux malencontreuses disparitions. Comment vous avez retrouvé un sens à votre vie? Comment vous avez donné un sens à votre vie? Je suis fils de scientifique. Donc à l'origine, j'ai été plutôt éduqué avec une vision cartésienne, rationnelle, bref, matérialiste du monde, même si mes parents étaient par tradition l'un protestant, l'autre catholique, bref, chrétien. Mais néanmoins, donc on parlait jamais de religion à la maison, ils étaient officiellement croyants, ils m'ont jamais dit qu'ils ne croyaient pas en Dieu, mais bon, vraiment scientifiques, d'accord. Donc j'ai adopté, sans y songer d'ailleurs, parce qu'on ne choisit pas en fait, les croyances qu'on nous met dans la tête, d'accord, quand on est jeune, j'ai adopté la vision matérialiste de la vie. Et celle-ci ne m'a pas posé problème jusqu'à, en effet, un certain moment où, ayant perdu des proches, quand on a une vision matérialiste de la vie, au sens philosophique du terme, à savoir que la vie est matière, donc le corps n'est qu'un ensemble d'atomes appelés à disparaître à notre mort, puis il n'y a plus rien après. Quand on a cette vision-là, eh bien évidemment la mort est terrible, parce que ça veut dire qu'il n'y a vraiment plus rien. Donc les êtres chers que l'on perd, ils disparaissent vraiment, donc c'est quand même très triste. Donc ça m'a interpellé, d'autant plus que j'avais évidemment, comme chacun autour de moi, des personnes qui croyaient sur différentes religions, et qui avaient une vision spirituelle de la vie, et qui étaient beaucoup moins affectés que moi par la mort de leurs proches, parce qu'ils étaient convaincus qu'il y avait autre chose après. Donc j'ai compris que les croyances sur ce plan avaient des effets très très différents. Et notamment la vision matérialiste de la vie, finalement, recélait une vision assez pathétique, puisque selon cette philosophie, eh bien, à partir de l'âge de 20 ans, on est sur une forme de déclin. Puisque, allez, si on vit, je sais pas, 80 ou 100 ans, ça veut dire qu'on passe les 80% de notre vie sur le déclin, puisque c'est à partir de 20 ans que nos cellules s'abîment, d'accord, que la peau s'abîme, les cheveux blanchissent, et on perd nos neurones à partir de l'âge de 20 ans. Et je me suis dit, mais finalement, la vie n'a guère de sens. Alors si on passe à l'essentiel, l'immense majorité de notre existence sur le déclin, c'est quand même un peu bizarre. Donc déjà, pour moi, c'était une objection à la vision matérialiste de la vie. Et puis je me suis dit, mais finalement, si on prend l'hypothèse, sans adhérer aveuglément une fois de plus à une croyance, mais si on prend l'hypothèse qu'il y a peut-être autre chose après. Il y a peut-être autre chose après, peut-être que l'âme perdure. À ce moment-là, quel serait le sens de la vie à ce moment-là? Pourquoi on serait là? Pourquoi est-ce qu'on aurait cette vie incarnée? Et il y a une chose qui m'est apparue, qui est que si l'âme s'incarne pour expérimenter quelque chose, à ce moment-là, ce processus de vieillissement, qu'on perçoit comme un déclin selon la vision matérialiste, a un sens très différent. Et un sens de libération. Et je fais un parallèle avec le travail de développement personnel, où, je vous le disais tout à l'heure, pour moi, le travail consiste à se libérer de ce que l'on n'est pas, mais auquel on s'accroche quand on est jeune, donc tout ce qui nous valorise, notre métier, notre beauté, nos possessions, etc., et qui ne sont pas nous. Et le travail, pour moi, c'est me libérer de ça. Et à ce moment-là, le vieillissement abonde dans ce sens. Qu'est-ce qui se passe quand on vieillit? On se libère de nos neurones, puisque ils nous quittent, quoi. Et ça veut dire que si on s'est identifié à notre intelligence, à notre culture,
ben, petit à petit, on la perd, d'accord. Moi, je cherche régulièrement mes mots, j'ai 52 ans, d'accord, je ne les cherchais pas quand j'avais 20 ans. J'ai fait un TEDx il y a 2 ans, je devais apprendre par cœur mon texte de 18 minutes. Ça a été très dur pour moi d'apprendre 18 minutes de texte par cœur. Quand j'avais 25 ans, pour me libérer de ma timidité, je faisais du théâtre. J'apprenais 40 pages de texte en 3 semaines, hein, sans aucun problème, d'accord. Donc ça veut dire que si on s'identifie à son intelligence, ben, en fait, on a un problème en vieillissant, d'accord. Sauf que moi, aujourd'hui, je me sens tout autant moi-même aujourd'hui qu'à l'âge de 20 ans. Voire plus moi-même, je suis plutôt plus moi-même qu'à 20 ans, d'accord. Même chose pour ceux d'entre nous qui peuvent s'identifier à leur aspect physique. À partir de l'âge de 20 ans, ça s'abîme, d'accord. À 52 ans, je suis moins beau qu'à 20 ans, mais pourtant, je me sens plutôt plus moi-même qu'à 20 ans, d'accord. Si vous vous identifiez à votre métier, ben, un jour, vous allez vous retrouver à la retraite, sauf que vous existerez toujours. Donc, vous avez la preuve que vous n'êtes pas à votre métier. Et donc, finalement, le vieillissement, l'avancée dans la vie, nous libère de ce que l'on n'est pas, donc nous aide à grandir en maturité sur ce plan spirituel. Et peut-être qu'à ce moment-là, la mort n'est qu'une libération du corps auquel on a pu là aussi s'identifier, croire qu'on est notre corps. Et finalement, peut-être que la mort est une démonstration du fait que même ça est une illusion, et que finalement on existe indépendamment du corps. Et donc j'ai pas pu m'empêcher d'adopter de plus en plus cette vision. Sachant en plus, après, par la suite, par mes lectures, je pense à des lectures comme la lecture de La Source Noire, de Patrice Van Herselt, qui a été déterminante pour moi. Vous savez, c'est cette fabuleuse enquête journalistique qu'il a menée sur les NDE, les expériences de mort imminente, tout ce qu'ont vécu ces personnes, tout ce qu'elles rapportent comme témoignage, hein, des personnes qui ont été aux frontières de la mort, quelle que soit leur culture. À une époque où on n'en parlait pas, donc c'est pas par mimétisme, juste que les gens se répétaient les mêmes choses, les témoignages convergeaient partout à la surface du globe, avant Internet, et où maintenant, dans quelqu'un a eu l'idée, tout de suite, la Terre entière peut être au courant, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Donc la convergence de témoignages sur cet état de lumière merveilleuse, d'amour ressenti. Le couloir lumineux. Voilà, le couloir lumineux. Enfin, toutes ces personnes qui ont vécu une expérience proche de la mort, qui reviennent et qui n'ont absolument plus peur de la mort. C'est quand même extraordinaire. Ça m'a interpellé aussi. Non seulement ils n'avaient plus peur de la mort, mais ils avaient une joie de vivre qu'ils n'avaient jamais eue auparavant. Donc tout ça a amendé ma vision de la vie jusqu'à me libérer de cette vision matérialiste. Et aujourd'hui, je suis absolument convaincu, même si je ne peux pas le prouver, parce que scientifiquement on ne peut rien prouver, je suis convaincu que l'âme perdure au-delà du corps physique. Monsieur, vous avez une question ? Oui, je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Je suis tout à fait d'accord avec vous, ça fait très longtemps que je lis vos livres. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il n'y ait pas déjà de hasard et que tout est lié. Vous l'avez fait part notamment au point de vue des religions et des courants de pensée. Par rapport à votre dernier livre, moi j'ai été très surpris par rapport à ce que je fais aussi comme métier et ce que j'ai pu voir. Je voulais vous poser la question si vous connaissiez la médecine chinoise et si vous en aviez déjà entendu parler de ce qu'on appelle le Bazi, donc le bilan énergétique, qui est justement un outil utilisé par les Chinois pour déterminer non pas une personnalité, mais une nature de l'individu, selon un principe fondamental qui est sur les 5 éléments, donc bois, feu, terre, métal, eau. Et très étonnamment, je me suis amusé, avec les personnalités que vous décriviez dans votre livre, de retrouver justement ces natures. Voilà. Donc je voulais savoir si vous aviez fait des études sur ce mode de pensée, qui est un outil très scientifique en même temps aussi. Alors je connais, mais juste en surface, je ne suis absolument pas spécialiste de la médecine chinoise, même si j'ai eu une amie d'origine vietnamienne qui elle-même se penche de plus en plus sur la question, elle est pharmacienne. Mais oui, donc je ne connais pas le Bazi que vous évoquez, si ce n'est comme ça de manière très superficielle. Donc ça m'intéresse beaucoup, ça m'intrigue en fait ce que vous dites, ce lien avec les types de personnalités. Il faudrait qu'on en parle, parce que vous avez 5 minutes tout à l'heure. Ce qui est vrai qu'on peut dire en 2 mots, peut-être, c'est que la médecine traditionnelle chinoise est très différente de la médecine conventionnelle occidentale. Et là encore, ne s'oppose pas forcément. Et il y a de plus en plus de médecins français, oui, tout à fait légitimes sur le plan scientifique, qui s'intéressent à la médecine chinoise et qui cherchent des passerelles aujourd'hui. Il y en a énormément. Il y en a énormément. Le modus operandi. Oui, donc madame demande comment je prépare un livre, sachant que ça prend à peu près 2 ans.
Alors oui, 2 ans et demi, ça, je prends mon temps, parce que je pense que c'est un peu la clé. Donc j'ai vite fait comprendre à mes éditeurs qui me disaient ce serait bien un livre par an, etc., que voilà, fallait qu'ils oublient. Je prendrais mon temps, sinon ça n'aurait aucun sens. Alors, la première chose pour moi, avant d'écrire un livre, c'est le thème. Je suis habité par un thème sur lequel j'ai envie de communiquer. Donc, ce sont les messages qui viennent en premier, ce qui complique tout en fait, parce que je pense que ce serait plus simple de partir d'une histoire et puis de chercher ensuite quel thème cette histoire peut permettre de visiter. Donc moi, c'est une fois que j'ai vraiment les thèmes, et je sais quel message j'ai envie de transmettre, que je dois chercher l'histoire qui va porter ces messages. Alors ça, c'est vraiment un boulot, parce que c'est pas évident. Et donc c'est le gros du travail pour moi, et ça va prendre souvent, une petite année quand même. Une petite année, donc c'est de la créativité pure, donc ça se fait pas à un bureau, hein. Je ne me mets pas à mon bureau, parce que je ne peux pas envoyer sa tablette et se dire bon alors quelle idée, quelle histoire, etc. J'ai essayé, hein, mais ça marche pas, quoi. Donc c'est plutôt laisser aller où je vais m'attabler dans un café. J'aime bien être dans la vie, être entouré de vie, et puis je me censure pas, je note tout ce qui me vient. Donc je note tout ce qui me vient sur des papiers, sur des bouts de papier. Pas à l'écran, parce que l'écran est aussi contraignant que c'est une écriture qui est séquentielle. On écrit dans l'ordre. Moi j'écris dans n'importe quel ordre, dans n'importe quel sens. Sur les bouts de papier, il y en a partout. Donc j'ai volontairement aucune organisation. Je laisse partir. Et puis après je vois où ça me mène. Alors parfois ça fonctionne, ça aboutit à une histoire. Et puis parfois non. Par exemple pour ce livre-là, je suis parti quand même pendant plusieurs mois dans une direction sur une autre histoire. Donc voilà, j'avais plein d'idées de scènes, de personnages, et puis au bout de plusieurs mois, j'ai réalisé que ça menait nulle part et que l'histoire tenait pas la route, quoi. Donc j'ai dû tout mettre à la poubelle, puis repartir, donc c'est pas grave. La clé, si vous voulez, c'est l'état de confiance, une fois de plus, quoi. Oui, c'est être confiant dans le fait que ça va aboutir, sans savoir combien de temps ça va prendre, mais là, voilà, le fait d'être confiant. Je me dis, non mais voilà, ça marchera, l'histoire va apparaître, les personnages auront une vraie identité. C'est vraiment cet état de confiance qui fait que les idées viennent. Et puis à un moment donné, voilà, mais les idées viennent dans le désordre. Et à un moment donné, je fais un plan. Donc ça, c'est la phase la plus pénible pour moi, parce que pour les raisons pratiques, en fait, j'ai tellement de papier que alors, je mets tout ça sur mon bureau. J'ai un bureau qui fait à peu près 3 mètres de long. Et donc j'étale tous mes papiers, puis il faut que j'ordonnance tout ça pour faire un plan. Et quand le plan est fait, après j'entre dans la phase d'écriture. Là, c'est la phase que je préfère. Là, c'est vraiment le seul moment où je peux travailler du matin au soir, du lever au coucher. Ce livre-là, j'écrivais de 6h30 du matin à 1h du matin, à peu près, quoi. Et vraiment toute la journée, juste une pause pour les repas, quoi. Et en fait, ça me donne presque de l'énergie. Donc je suis le plan, parce que mon plan est écrit, mais je m'autorise aussi d'accueillir ce qui vient, parce que quand on écrit, en fait, l'écriture est en soi créative. Il y a des choses qui apparaissent, y compris de nouveaux personnages. Alors ça complique les choses, parce que ça bouleverse le plan parfois, mais voilà, je fais avec. C'est plus une question un peu personnelle peut-être, hein, concernant tout ce que vous nous apprenez, ce que vous nous apprenez, le bien-être en nous. Comment vous faites avec vos filles? Ça me concerne aussi. Je fais un travail sur moi-même, mais pour vos filles, comment vous leur transmettez votre bien-être ou le bien-être qu'elles peuvent avoir et ne pas avoir leur peur, etc. Pour ce que vous disiez sur votre personnalité. Il y a beaucoup de choses sur l'éducation des enfants, et notamment des miens, enfin de mes filles. Déjà, j'ai un principe sur le plan d'éducation, c'est de leur fournir, avec mon épouse, à la fois une structure, donc des règles, un cadre, pour les aider à se construire, donc une certaine discipline, et de l'amour. Et pour moi, les deux sont importants, parce que je trouve qu'on a pu, dans le passé, un peu basculer comme dans un mouvement de balancier de l'un à l'autre, en étant assez exclusif l'un de l'autre. Moi, par exemple, j'ai été élevé de manière assez stricte, donc j'ai profité de cette structure, mais j'ai un peu manqué d'affection, vous voyez, quoi. Et puis aujourd'hui, parfois, on va un peu à l'inverse, on a tendance à donner beaucoup d'amour aux enfants et peut-être pas assez de règles, de cadres. Je pense que les deux sont vraiment fondamentaux, donc ça, c'est une espèce de principe général. Et je pense que c'est la clé, enfin, c'est mon sentiment. Au-delà de ça, en fait, ce que je fais beaucoup avec mes filles, c'est plusieurs choses. D'abord, je les invite à se connaître, et je suis, avec mon épouse, très à l'écoute de ce qu'elles aiment faire. Vous voyez, et je pense que
on peut tenter en tant que parent d'influencer un peu ses enfants pour qu'ils aillent dans une certaine direction, parce qu'évidemment on peut projeter des choses, on peut avoir des attentes, et en fait je pense que notre rôle c'est plutôt de les guider dans leur propre voie, et donc notre mission consiste à découvrir quelle est leur voie. Vous voyez, et pas les influencer, mais par contre quand elles ont trouvé une voie, quelque chose qui les épanouit, ben de les encourager pour qu'elles restent dans cette voie. Alors pas en les enfermant bien sûr, mais en leur donnant le courage d'avancer, parce que sinon les enfants peuvent papillonner. Vous voyez, par exemple, moi j'ai une fille qui est passionnée de musique, donc c'est elle qui a demandé à faire de la musique, et aussi loin qu'on monte ma mémoire, elle était toujours attirée par la musique, même à l'âge de 3 ans, enfin, elle m'a demandé des instruments de musique au Père Noël, vous voyez. Donc elle fait du piano depuis un peu plus de 3 ans, et maintenant ma mission c'est de l'aider à être rigoureuse par rapport à ça, donc de suivre une discipline, parce qu'évidemment, c'est comme tout dans la vie, prendre un instrument ça demande une certaine exigence. Donc à un moment donné, ça fait bobo, on préférerait passer à autre chose. Donc moi, c'est à moi de la ramener, alors, sans le faire de manière trop contraignante, parce qu'à un moment donné, sinon elle reprendra ses libertés, donc c'est la meilleure façon qu'elle arrête, vous voyez. Mais quand même de la ramener en chemin. Il y a une métaphore pour ça, elle n'est pas de moi, elle est de Milton Erickson, qui est le père de l'hypnose qui porte son nom, l'hypnose médicale, l'hypnose ericksonienne. Il racontait une histoire vraie qu'un jour, il vivait à Phoenix, en Arizona, un jour il a trouvé un cheval perdu. Il s'est dit, tiens, je vais le ramener à son propriétaire. Donc il est monté sur le cheval, sauf qu'évidemment, Erickson ne connaissait pas ce cheval, donc il ne savait pas quel était le propriétaire. Il s'est dit, oui, mais lui, il le sait. Et donc il est monté sur le cheval, puis en effet, le cheval a pris une direction. Et donc il s'est dit, très bien, je vais l'encourager à aller dans la direction qu'il a choisie. Sauf qu'au bout de quelques minutes, le cheval a voulu aller brouter à gauche ou à droite. Et là, Erickson l'a ramené dans son chemin. Donc il l'a empêché de brouter, il l'a empêché de s'égarer. Il l'a ramené dans son chemin, et ce à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'en effet, le cheval retourne à la ferme d'où il s'était échappé. Et donc il voit le fermier, il lui explique où est-ce qu'il l'a trouvé. Et le fermier est bluffé, il lui dit, mais comment vous avez fait pour le ramener chez moi, comment vous avez su que mon cheval habitait là, quoi. Et Erickson lui dit, je ne savais pas, mais votre cheval, lui, le savait. Donc voilà, son rôle a été de le guider sur sa voie, quoi. Donc je pense qu'il y a un petit peu de ça avec nos enfants, donc, repérer quels sont leurs talents. Là, vous voyez, moi je suis convaincu que chacun de nous a une mission sur Terre. Il ne faut pas s'enfermer par rapport à ça, vous voyez, mais chacun de nous a une mission, je pense, et les talents qui vont de pair, sauf que ces talents restent cachés pour la plupart des gens, notamment parce que nos parents ont un peu trop dicté les choses, quoi. Donc en tant que parent, je pense que c'est intéressant de repérer les talents de nos enfants pour les inviter à les cultiver. Voilà, après j'ai d'autres principes éducatifs, notamment le fait que, évidemment, en tant que parent, je ne suis pas parfait, même si j'aspire à l'être. Et donc, quand je commets des erreurs, vous voyez, par exemple, je sais pas, je vais m'emporter parce que mes filles se disputent et que c'est horripilant. Donc, si je me fâche à un moment donné, plus que je ne le souhaiterais, eh bien, je vais... c'est pas juste m'excuser, c'est pas la question, je vais métacommuniquer par rapport à ça. Je vous en parle parce que c'est pour moi un élément essentiel dans l'éducation, c'est-à-dire communiquer sur ce que j'ai fait et qui n'était pas ce que je souhaitais. Donc, vous voyez, je vais leur dire par exemple, papa s'est fâché, alors je me suis fâché un peu trop, je ne suis pas content de moi, mais tu comprends, papa a eu une émotion, alors pourquoi ça m'a mis en colère? Parce que vous êtes disputé, ceci, et donc je vais communiquer là-dessus. Et je vais dire, voilà, j'ai eu une émotion à un moment donné qui m'a remporté, qui m'a amené du coup à crier trop fort alors que je n'aurais pas dû, j'en ai pas voulu. Donc c'est pas pour me justifier, oui, c'est pour commenter. Et en fait, ça leur envoie aussi un message qui est qu'elles ont le droit de ne pas être parfaites, mais à condition d'avoir conscience de leurs actes. Et c'est ça qui est essentiel dans la vie, finalement. Donc un enfant gagne à comprendre ça, que, ok, il n'est pas parfait, et on n'attend pas de lui qu'il soit parfait, on attend qu'il soit conscient de ce qui se passe. Parce que c'est ça qui permet d'évoluer. Laurent Gounel, on a parlé de vous, on a parlé de votre roman « Je te promets la liberté ». On finit sur les missions que tous on peut avoir ici, d'être en accord avec nous-mêmes et de trouver notre mission sur Terre. Et on finit avec les enfants. Je pense que tout a été dit. Et je vous invite maintenant à retrouver Laurent Gounel qui pourra dédicacer chacun de vos livres. Merci beaucoup à tous. Merci Laurent Gounel. Merci. Merci beaucoup. Un grand merci à vous, Nicolas. Et merci à la librairie qui a organisé cette rencontre.